de façon plus longue et plus ensemble, commune, d'améliorer les choses. Merci Laurine. Donc là, on va rester sur des petits points particuliers. Et puis les gagnants, le gagnant sanitaire, donc le docteur Duchesne, et le gagnant médico-social alors oui, je dis docteur Duchesne, mais c'est le CH de Creil, et l'établissement médico-social de Clermont nous présenteront leur rétex. Alors, attendez, parce que moi aussi j'avais des problèmes avec mon PC, du coup, il faut que je me retrouve dans mes PC. Donc voilà, laissez vos caméras, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser vos caméras, et puis par contre, pensez à couper vos micros. Le webinaire, il est enregistré, et on vous enverra le support. Donc, l'objectif du challenge, ça existe déjà depuis 2021. On est sur la 4e édition du challenge. Ça a été lancé donc par la FORAP, qui est la Fédération des structures régionales d'appui. Chaque région a sa structure régionale d'appui. Désignée par l'ARS, donc le RSQR et la structure régionale d'appui désignée par l'ARS au niveau des Hauts-de-France. Et puis, donc, ce challenge, il est vraiment ouvert à toutes les structures, qu'elles soient sanitaires, médico-sociales, mais aussi la ville, même si on a du mal à faire adhérer la ville pour l'instant. Mais l'objectif, c'est aussi de tout doucement les initier à la déclaration des événements indésirables. Donc, le challenge est ouvert donc à tous. Merci. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se préparer à l'évaluation ou la certification, si vous êtes en sanitaire ou en médico-social. Comment? En vous aidant à lancer cette dynamique de déclaration en interne, de développer les compétences sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins, de travailler sur pouvoir au plus possible analyser les déclarations en équipe pluridisciplinaire, et puis d'analyser aussi finalement quelque part, analyser son fonctionnement interne pour voir où est-ce que ça pêche un petit peu et comment on peut travailler sur ces déclarations. En tout cas, sur le circuit qui va amener les soignants à plus déclarer et comment on va travailler derrière jusqu'à cette analyse. Donc voilà, très rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a bien un texte, ce décret de 2010 qui dit qu'il faut lutter contre les événements indésirables associés aux soins et donc de les déclarer. L'obligation réglementaire de déclarer les événements indésirables graves. Et puis, si on reprend les manuels HAS, toutes ces critères, dont au niveau médico-social, critères impératifs, où il y en a plusieurs, de déclarer les événements indésirables, de les analyser, de les traiter, et puis au niveau également établissement de santé, avec tout ce qui est un critère impératif, mais tout ce qui tourne quand même autour, et j'ai repris également tout ce qui tournait autour des usagers, les intégrer à cette déclaration des événements désirables, et puis tout ce qui est aussi patient qui est invité à exprimer sa satisfaction, mais comme au niveau médico-social. Donc, c'est la 4e année de cette édition du challenge. Donc tous les ans, chaque année, on a à peu près une vingtaine d'inscrits. C'est pas énorme. On n'est pas loin de 30 inscrits chaque année. C'est pas énorme, mais c'est déjà très bien. Alors on voit aussi les petits habitués qui reviennent tous les ans, et ça fait plaisir aussi. Et puis des nouveaux établissements qui s'inscrivent aussi. Et donc voilà, ça veut dire que tout doucement ça prend. Que ce soit au niveau sanitaire ou médico-social, comme je vous disais, l'idée c'est de pouvoir désigner des lauréats. Et puis aussi derrière, donc de partager les retours d'expérience, parce que ce qui arrive dans un établissement peut arriver dans un autre. Donc l'idée, que ce soit pour l'ARS comme pour nous, c'est de pouvoir capitaliser sur ces événements indésirables pour que chaque établissement puisse se dire, oui, tiens, ça aurait pu arriver chez nous, qu'est-ce qu'on a nous comme barrière pour éviter que ça arrive? On est assez content parce qu'en général, on est assez bien placé dans les résultats, même si on n'est pas toujours sur le podium. On a été une fois sur le podium, donc à la 3e place du podium. Et cette année, je n'en dirai pas plus, mais je pense qu'au niveau sanitaire, on est pas mal placé. On attend les résultats finaux, mais c'est pas mal placé. Donc voilà, et l'idée aussi pour la FORAP et la HAS, la HAS est aussi partante dans ce projet. L'idée, c'est du gagnant national, médico-social et sanitaire, les gagnants fait un rétex avec la HAS en national pour parler des événements indésirables et des rétex qui ont été réalisés.
Focus 2023-2024, la FORAP avait choisi en fait d'aller un petit peu plus loin dans ses rétextes et d'inclure tout ce qui est regard croisé pour renforcer l'analyse, et c'est-à-dire le récit patient. Hein. Vous savez, depuis la certification 2024, c'était vraiment rentré, en tout cas au niveau de la certification 2024, où on voulait ce regard patient. Donc, c'est pour ça que l'HAS avait fait ce focus. Et puis, en 2024-2025, le focus a été fait sur les événements porteurs de risques, puisque vous n'êtes pas sans savoir aussi que dans vos référentiels, on demande à ce que les événements porteurs de risques soient aussi déclarés et analysés. Petit rappel, l'événement porteur de risque, hein, il est lié aux soins lui aussi, hein, aux soins ou à l'accompagnement. Il aurait pu porter préjudice au patient ou à la personne accompagnée, mais ça n'a pas été, il n'y a pas eu de préjudice parce que ça a été arrêté grâce aux barrières de sécurité qui ont fonctionné. On dit aussi presque accident. Si on fait un petit bilan de 2025, ben moi je trouve en fait en tout cas que c'est assez positif parce qu'on voit des chronologies qui sont beaucoup plus anonymes, objectifs, neutres. Voilà, on n'est pas dans le jugement, donc les chronologies sont beaucoup plus factuelles. On a qui fait quoi, à quelle heure, et on voit même le passif. Souvent avant, l'événement indésirable arrivait tel jour, on avait la chronologie du jour. Là, de plus en plus, on voit effectivement que les établissements, si c'est une grossesse, font le suivi de la grossesse. Si c'est quelqu'un qui est venu plusieurs fois en hospitalisation, on a les dernières hospitalisations. Enfin voilà, on voit que la chronologie, ça commence à être plus intégré au niveau des analyses. Donc, pour information, à ce qu'on attend en fait au niveau des chronologies, hein, pas forcément que pour le challenge, mais quand vous remplissez un volet 1, un volet 2, alors volet 1, des fois on n'a peut-être pas forcément toujours la chronologie, mais volet 2, vraiment les attendus, c'est les circonstances de l'événement indésirable. Est-ce qu'il y a eu un transfert? Est-ce qu'il y a eu une chute, une fausse route, une disparition? Est-ce que c'est lié à une infection? Enfin voilà, les circonstances, les dangers qui sont associés. Est-ce que c'est au cours d'un acte de soin, de l'administration d'un médicament, d'une préparation d'un médicament, d'une dispensation, hein, aussi, hein, on prend tout le circuit tant qu'à faire du médicament. Est-ce que c'est lié à un rayonnement? Enfin voilà, tout ce qui permet d'avoir un danger qui est associé. Le contexte du patient, bien sûr, qui peut être des fois très important, hein, si c'est un enfant, si c'est une personne âgée, une femme enceinte ou un adulte, une femme, voilà. Mais voilà, le contexte du patient, c'est toujours important de le décrire. Et le contexte du secteur, est-ce qu'on est sur de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, enfin voilà, tout ça, c'est important de le dire. Au niveau du bilan, toujours, les causes immédiates, c'est pas toujours adapté. C'est là où certains établissements ont perdu un peu des points parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile de trouver la cause immédiate, et on y reviendra dans les exemples prochains. Les attendus, la cause immédiate, c'est vraiment la cause qui est apparente, qui est visible, celle qui est évidente, et celle souvent que l'on va dire que, en fait, c'est l'erreur humaine qu'on va repérer en fait. C'est ça, c'est souvent l'erreur humaine qui va permettre de dire ah ben la cause c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit que derrière, il faut aller chercher les causes profondes pour pas en rester que sur l'erreur humaine. Et pour ça, on va se poser la question, qu'est-ce qui sort de la prise en charge normale du patient? Le patient, il est rentré pour une appendicite, il est censé rester 3 jours, je dis voilà, au hasard. Finalement, il est resté 4. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est resté 4 jours au lieu de 3 jours? Est-ce qu'il y a eu un début d'infection? Est-ce qu'il y a eu un retard de prise en charge au bloc opératoire et du coup il a fini plus tard? Est-ce que voilà, on n'est pas dans l'organisation normale du soin, enfin de la prise en charge qui était prévue pour le patient. Donc, c'est quoi cette raison? Et donc, comment est-ce que c'est arrivé? Les attendus, bien sûr, la cause apparente, c'est forcément lors de la réalisation d'un acte qui est au plus près du patient. La cause immédiate, c'est souvent ce qui va vous aider parce que vous êtes à l'acte au plus près du patient. Donc, par exemple, on a oublié, de retirer une compresse, au bloc opératoire, hein. Tout ce que je vais vous donner à chaque fois, ce sont des exemples, réels, hein. On a oublié, on a raté, qu'est-ce qu'on peut avoir raté? On a raté une préparation d'un produit et du coup, voilà, derrière, ça se passe pas bien. Ou on a pris une mauvaise décision. Alors, voilà, attention, là, c'est toujours dans un contexte après, hein, qu'il faut analyser les choses, hein. C'est pas une mauvaise décision parce que, on s'est trompé, mais un ensemble de choses qui font que, bah, finalement, la décision qui est prise, c'est pas la bonne. C'est vraiment votre cause immédiate qui va vous permettre, votre point de départ d'analyse des causes, en fait, les causes profondes. Au départ, si votre alors
Ça ne sera pas faux, hein, on peut se tromper de cause immédiate, mais des fois, le fait de ne pas avoir bien cerné la cause immédiate, ça peut mettre, faire que l'analyse des causes profondes va être un petit peu, pas assez profonde, du coup. Toujours dans le bilan, donc les causes profondes, hein, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui est lié, aux facteurs organisationnels, à tout ce qui est technique, hein, tous les facteurs techniques qu'il y a autour de la prise en charge. Et puis, je trouve, enfin vraiment au niveau des jurys, on peut se rendre compte qu'on a vraiment des causes profondes qui sont de mieux en mieux, analysées. Il y a vraiment une grande marche qui a été passée là, vraiment, on est assez, satisfait, hein. Pour ça, franchement, c'est plus complet. On se pose, les questions, enfin, on voit que les questions vont un peu plus loin. Petit rappel, toujours se poser la question du pourquoi. La procédure, elle n'est pas suivie, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'infirmière n'y a pas accès? Est-ce que c'est parce que dans la procédure, il y a quelque chose qui n'est pas adapté et du coup, forcément, l'infirmière, elle ne peut pas s'y référer? Si on prend un exemple de chute, il y a eu un délai avant d'être consulté par le médecin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un délai? Il n'était pas disponible, il n'y avait pas de garde, il n'y avait pas, enfin voilà, se poser la question et on enchaîne. Aussi peut-être parce qu'il n'y avait pas de signe clinique, du coup, on ne demande pas au médecin. D'accord, vous voyez? Et puis pourquoi, du coup? Est-ce que c'est OK, il y avait pas de signe de gravité, donc on demande pas au médecin et on en reste là? Ou est-ce qu'effectivement il peut y avoir des signes de gravité, donc du coup pourquoi le médecin n'est pas, appelé? Et on peut se poser la question également de la douleur. Il y a pas de signe clinique, mais est-ce qu'il y avait de la douleur? Oui, il y avait de la douleur, mais pas suffisamment, donc du coup, on n'appelle pas de médecin. Ou oui, il y avait une douleur, mais une VA à 2 ou une très forte douleur, mais le médecin on n'a pas appelé le médecin, mais pourquoi dans ce cas-là? Est-ce que enfin voilà, toujours essayer de pousser au bout pour comprendre pourquoi, à un moment, on ne va pas au-delà. Alors des fois, ça n'amènera à rien, mais en tout cas, essayer de toujours aller un petit de pousser, essayer de toujours pousser un petit peu plus loin. Et c'est ce qui va vous permettre derrière de dessiner votre plan d'action. Les barrières. Alors les barrières de détection, de récupération, atténuation, c'est toujours la partie qui est un petit peu plus compliquée. On voit que ces parties-là sont plus difficiles à remplir, hein, et c'est normal. C'est pas encore, voilà, même si on commence à mieux faire nos rétextes, la partie, barrière de prévention, c'est pas encore enfin les barrières, c'est pas encore ce qu'on a travaillé le plus et ça va venir, hein. On fera des webinaires, pour. Dans ce cas-là, ça serait intéressant de retravailler, en webinaire ou voir comment on peut faire ça. Les attendus, en fait, heu, 3 barrières. Barrière de prévention, de récupération et d'atténuation. La barrière de prévention, c'est ce qui va empêcher la survenue. Soit il existe déjà des barrières, il existe, une barrière identito-vigilance. On demande au patient de décliner son identité avant le soin. La barrière, elle existe et ça évite d'aller donner le traitement au mauvais patient. Ou soit des fois, inconsciemment, l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin, enfin voilà, le soignant de lui-même, il se met ses propres barrières. Et c'est ça qui est aussi intéressant au rétex, c'est de connaître au niveau de la qualité, souvent, on écrit des procédures en lien avec les professionnels. Mais parfois, on va pas au-delà et comment dire? On ne sait pas finalement que dans le service, les soignants ont l'habitude de faire ça. La dernière fois, c'était une histoire de pastilles. Les soignants prennent l'habitude, pour aider la collègue, de mettre une pastille. Mais ça, personne ne le sait. Personne ne sait que pour détecter tel patient, il y aura une pastille qui est mise, c'était sur une allergie alimentaire, je crois, pour aider dans les services. Du coup, on met une allergie, je l'ai vu dans plusieurs établissements d'ailleurs, hein, cette histoire de pastille pour l'allergie alimentaire, mais c'est écrit nulle part, dans aucune procédure. Donc c'est une barrière de prévention qui existe, mais qui n'est pas connue. Donc là, déjà, dans vos barrières de prévention, vous pouvez déjà savoir si oui ou non elle existe et savoir si elle a fonctionné. Et si elle n'existe pas, du coup, vous pourrez derrière en faire un plan d'action. D'accord? Donc 2 questions autour de ces barrières de prévention. Qu'est-ce qu'elles font, les équipes, par rapport à tel événement? Et est-ce que c'est une barrière qui existe ou c'est une barrière qui n'existe pas? Et si elle existe, pourquoi elle n'a pas fonctionné? La barrière de récupération, là, on est dedans. L'événement, il est en train de se dessiner, mais en fait, il y a quelqu'un qui détecte l'événement. On voit que c'est pas on n'est pas dans le cours des choses habituelles et de ce fait-là, stop, on va arrêter tout de suite ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que, en barrière de prévention, par exemple, le patient on arrive dans la chambre du patient et le patient va dire, «Ah bon tiens, j'ai telle perfusion, je pensais que j'avais fini mes perfusions». Barrière de
prévention, donc l'infirmière va stopper et se dire: «Tiens, je vais aller vérifier. Là, la barrière a fonctionné, OK». Barrière de prévention n'a pas fonctionné, l'infirmière va poser quand même sa perfusion, mais ah, d'un seul coup, elle se dit: «Ouais, il y a quand même quelque chose qui est pas normal parce que, mon patient, il a plus de douleur et je dois quand même lui mettre une perfusion de paracétamol. Tiens, c'est quand même un peu bizarre, est-ce que» donc elle s'arrête, elle va revérifier, la barrière de récupération fonctionne, elle s'arrête. Pareil, hein, il peut y avoir des barrières de récupération qui existent, qui sont procédurées et du coup, on va voir si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné. Mais il peut y avoir aussi des barrières de récupération, comme je vous disais, où ce sont tellement des habitudes d'équipe, c'est voilà, on est dans l'habituel, on est dans le machinal, que finalement, au niveau des cadres, hein, moi-même, je suis cadre, hein, moi-même, ou au niveau de la qualité, on ne sait pas que c'est une barrière qui existe et donc on va, faire en sorte de la mettre par écrit. Et puis la barrière d'atténuation, alors là, effectivement, on a lancé la perfusion, elle est en train de passer et là, d'un seul coup, je me suis trompée, c'est pas pour le patient, j'ai pas mis le bon antibiotique, je m'arrête. Donc là, effectivement, comment je vais faire pour atténuer ce qui est en train de se passer? Je préviens le médecin, je mets un antidote si c'était pas le bon anticoagulant, je mets enfin voilà, je suis sur la perfusion, mais sur d'autres, en même temps. Donc qu'est-ce qui va faire pour que j'atténue? C'est très important pendant les rétextes de travailler cette partie-là également, parce que déjà, on se rend compte que c'est l'ensemble, hein, des choses qui fait qu'on arrive à l'accident, mais que à côté de ça, il y a quand même des choses qui se font. Les équipes font des choses tous les jours et ça, c'est important de savoir qu'est-ce qu'elles font tous les jours pour vérifier que ces barrières, elles sont vraiment efficaces ou pas efficaces et d'apporter des barrières supplémentaires pour mettre moins en danger les patients et faciliter le travail des infirmières au quotidien, infirmières, aides-soignantes, enfin voilà, les équipes de soins. J'espère que j'ai été, assez, claire. C'est pas forcément la partie la plus simple, les barrières, mais n'hésitez pas, hein. Très vite sur les actions. Alors les actions, ce qui peut pêcher souvent, c'est, les défauts de cohérence en fait entre ce qu'on a pu lire dans la chronologie des faits, les barrières et puis hop, d'un seul coup, il y a une action qui arrive, on se dit: «Mais de où ça vient?» Je vais prendre un exemple, Heu, on part sur, je sais pas, une sonde qui a été posée chez un patient, mais qui est pas la bonne, du coup, il y a eu des fuites et cetera. Enfin, voilà, je cherche un com, mais c'est un petit peu du hors sujet, mais en tout cas, pour donner une image de soin, une image un peu plus concrète pour les soignants. Voilà, la sonde, elle est pas bien posée et du coup, il y a des fuites. Donc derrière, qu'est-ce qu'on va analyser? C'est que, la procédure n'a pas été suivie. Mais pourquoi elle n'a pas été suivie la procédure? Bah, parce que, l'infirmière, OK, elle sait ce qu'elle faut qu'elle mette comme sonde, mais elle avait pas la bonne sonde dans le protocole, c'est bien marqué. Elle est pas bête l'infirmière, elle sait lire. Sauf que dans ce qu'elle a reçu dans le matériel, elle a pas la sonde, donc elle en met une autre et derrière ça fuit. D'accord? Heu et puis finalement, dans le plan d'action, on va arriver sur, revoir les transmissions ciblées, faire une formation de transmission ciblée. Je suis vraiment hors contexte, hein, mais c'est pour vous rendre compte que voilà, où est le lien entre ce que je viens de dire sur ma procédure qui n'a pas été bien réalisée et puis ma transmission ciblée. Voilà, donc c'est un petit peu à l'extrême, mais c'est ce qu'on peut retrouver des fois dans les plans d'action où on se dit: «Mais, de où ça sort?» Forcément, c'est sorti dans votre rétexte, mais on ne retrouve pas dans le pulse, en fait, de votre, analyse. La communication là, au déclarant en interne, on sait, hein, ça, c'est ce qui ressort tout le temps, on pêche, hein, c'est vraiment le côté où c'est compliqué, même si, on sait que, les cadres font remonter les informations, les ingénieurs qualité font remonter les informations. On sait que c'est la partie, qui pêche toujours un petit peu. Ce qu'on voit souvent apparaître donc du coup, c'est que, soit le soignant a participé au rétex, soit, l'information lui est remontée par le cadre. Mais des fois, voilà, il y a quand même beaucoup de cas où ça reste un peu lettre morte et on ne sait pas trop comment le déclarant a pu avoir, l'information. Et puis dans tout ce qui est communication aussi, c'est la communication aux patients ou aux ayants droit. Comment est-ce que, l'information, est revenue? Alors c'était pas forcément toujours évident cette année parce qu'on a été beaucoup dans les EPR. À partir du moment où il y a un EPR, effectivement, on ne va pas aller, forcément voir le patient en disant, «On a failli vous mettre un truc qu'il fallait pas, comment on peut, améliorer?» Voilà. Donc c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite sur cette diapo-là parce que finalement c'est pas, voilà, on sait que c'est à travailler, mais c'est plus compliqué. Donc on prend, pour être un petit peu plus concret, un exemple d'un rétexte qui est revenu. Donc c'est une animation, qui a été faite, où les résidents ont été en course,
à l'extérieur. Et lors de ces courses, en fait, hein, au supermarché, un des résidents qui piétine sur place, hein, c'est un résident qui piétine sur place, et elle est tombée de sa hauteur et son visage a heurté le caddie, entraînant une fracture. Donc, en reprenant rapidement la chronologie des faits, on est bien donc à 11h30 sur les courses qui sont réalisées, 11h30 donc oui? Pardon. Donc les courses qui sont réalisées, la chute qui est faite, on informe bien, voilà, au retour, l'équipe est informée. Le premier bilan qui est fait avec la glycémie, enfin voilà, tout ce qui va, le Doliprane. On réinforme encore à 16h30 de la chute oralement. Le 27, la résidente participe aux activités. On sent une douleur avec un algo plus à 3 et un gonflement du visage. Le samedi 28, apparition d'un hématome algo plus à 4. Le dimanche 29, apparition d'un hématome sur le bras droit. Les soins antalgiques qui sont faits. Toc. Le 30, on arrive sur une information de l'aggravation de la douleur en transmission, oralement et par téléphone. L'auscultation du médecin qui ne montre pas de difficulté de mobilité à la mâchoire, une palpation qui montre un œdème et un hématome. Voilà, donc une prescription de radio. La radio, donc bien sûr, la tutrice, la maman est informée. Le résident va donc sur l'établissement pour faire un établissement pour faire une radio. Et puis là, en fait, une intervention chirurgicale est programmée pour, voilà, parce que finalement, il y a fracture. Donc dans ce rétexte, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit bien déjà ce qui est très bien, hein, c'est que ça a bien été repéré comme EIGS. Donc ça, vraiment très bien parce que, des fois, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il faut déclarer un EIGS ou pas. Donc le IGS, il est déclaré pour une chute d'une résidente âgée de 47 ans survenue lors de l'animation éducative en extérieur et qui a eu pour conséquence une fracture de la mâchoire. La cause immédiate qui est proposée, en fait, c'est la chute qui est liée au trouble du comportement moteur de la résidente dans un contexte d'aggravation de celui-ci, lié d'une part à l'impatience de la résidence lorsqu'elle doit patienter et d'autre part à l'évolution de la maladie. Donc en fait, dans cette situation, c'est très intéressant, hein, mais ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce qu'on déclare la gravité? Est-ce qu'on va analyser la chute, en fait, parce que c'est la chute qui est grave? Ou est-ce qu'on va analyser le délai de prise en charge de la chute, de la fracture, du coup? D'accord? Vous voyez, des fois, c'est un petit peu subtil. C'est un petit peu subtil, mais du coup, ça va pousser votre analyse un peu plus loin. D'accord? Donc, on est dans le retard de prise en charge de la fracture de la mâchoire, qui est la chute d'une résidente âgée de 47 ans, survenue lors de l'animation éducative en extérieur et qui a eu pour conséquence, il manque la fin de ma phrase, une prise en charge au bloc opératoire un peu retardée. D'accord? Donc, la cause immédiate, c'est bien la prise en charge de la chute. D'accord? Je ne sais pas si c'est toujours facile à comprendre, hein, mais voilà, la petite nuance, voilà, c'est bien. On sort du contexte normal, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la prise en charge. Le contexte normal de prise en charge, c'est pas d'avoir suivi la dame suite à la chute. La prise en charge normale, ça aurait été que cette dame continue ses activités dans la structure, etc. Là, on sort de la prise en charge normale, ça veut dire qu'on a une prise en charge au bloc opératoire pour une fracture. Donc, on va bien analyser la fracture qui est prise en retard. C'est subtil, hein, mais voilà. Ce qui va vous aider à pousser après votre analyse. Mais ça, c'est voilà, on pourra en reparler sur d'autres rétextes, pourquoi pas. Enfin voilà, il peut y avoir des choses intéressantes qu'on peut refaire derrière. Le deuxième exemple, alors là, c'est voilà, encore un deuxième exemple avec une analyse différente. Le défaut de traçabilité de la personne à prévenir et de la personne de confiance dans le cadre d'une prise en charge obstétricale complexe. Intéressant sujet également, hein, puisqu'on est sur, ça c'est voilà, c'est complètement le quotidien aussi, hein, de se dire, on n'a pas recueilli la personne à prévenir, la personne de confiance. Donc l'établissement analyse le défaut de recueil de la personne à prévenir et de la personne de confiance et le défaut de recueil de l'identité du père de l'enfant. Dans cette situation, donc, l'établissement a analysé le risque de non-respect du secret médical et des droits du patient.
si je viens à vous expliquer un petit peu. Donc, c'est une dame qui est suivie en grossesse, qui vient donc régulièrement. Le service des admissions fait bien le relevé des numéros de téléphone, etc. Et quand la dame arrive en urgence pour un code rouge, finalement, au niveau de leur DXCare, je crois, je ne sais plus quel logiciel, il n'y a pas de lien entre l'administratif et le dossier patient. De ce fait, quand le papa appelle pour savoir comment va sa femme, on lui dit qu'on ne peut pas lui donner d'informations parce qu'on ne sait pas qui il est en fait. Donc le problème, est-ce que c'est vraiment de risquer du non-respect du secret professionnel, ou est-ce que le problème c'est, mais si c'est vraiment ça s'était mal passé, on est sur un code rouge, comment ils auraient fait pour joindre quelqu'un? Voyez, toujours la nuance, on va aller analyser ce qui est le plus grave. Parce que derrière, vos actions, elles peuvent être différentes aussi au niveau du personnel. Le troisième rétexte, c'est un événement qui est survenu chez une patiente de 62 ans, survenu dans un service de rééducation et qui a eu pour la conséquence la prise d'une thérapeutique de la voisine, qui est de la chambre double. En fait, l'infirmière distribue les médicaments, les dépose en chambre sur l'adaptable. La famille qui vient, en fait, pour avoir plus d'espace, pousse les adaptables. Et quand les aides-soignantes amènent le repas du soir, elles remettent les adaptables, mais forcément, pas le bon adaptable à la bonne personne. Donc la voisine de chambre, qui n'a pas forcément toutes ses capacités cognitives, prend le traitement qu'il ne faut pas parce qu'elle ne percute pas que ce n'est pas ses comprimés, que la deuxième va percuter et dire mais ça, ce n'est pas mes comprimés, voilà. Donc, la cause qui a été analysée, c'est l'inversion des adaptables par les aides-soignantes lors de la remise en ordre de la chambre. Et aussi, pas de prise de thérapeutique suite au passage de l'IDE pour la dispensation. Effectivement, la cause immédiate, c'est vraiment plus qu'il n'y a pas la prise du traitement en présence de l'infirmière, hein. On est vraiment là, effectivement, dans l'acte de soin qui a un défaut dans l'acte de soin qui a été réalisé. Du coup, derrière, de même, hein, on est dans une analyse incomplète parce qu'on ne va pas aller analyser les causes qui sont liées aux tâches à accomplir, on ne va pas analyser les causes qui sont liées aux professionnels et on ne va pas aller analyser les causes qui sont liées à l'organisation, alors que derrière, il y a vraiment un enchaînement de toute cette prise en charge médicamenteuse qui n'est pas adaptée. Et l'exemple 4, encore plus subtil, un peu plus complexe et intéressant. On est sur un risque de transmission croisée d'infections respiratoires aiguës entre patients à risque, parce que c'est des patients avec des obésités, des pathologies cardiovasculaires, et ils ont une même utilisation en fait, des locaux et des équipements. Donc, la cause immédiate qui a été analysée, c'est une activité commune chez les patients à risque, avec impossibilité d'appliquer des précautions complémentaires en permanence. Si on peut voir dans cet événement, en fait, donc on remonte à août en disant qu'il y a des patients Covid pour lesquels, du coup, des ruptures de séjour qui sont allongées, repris plus tard. En décembre, de nouveau, une épidémie avec deux services qui sont impactés et des ateliers, des patients qui portent des masques, etc. Et en décembre, un patient qui interpelle parce qu'il a vu d'autres patients avec des masques et il se dit bah, tiens, pourquoi il y a des masques? Et donc là, l'équipe est obligée de rassurer le patient. Dernière case, tout au long de l'année, on a des patients qui partagent le même plateau technique. Donc ici, de nouveau, on est sur deux problématiques différentes. Soit on est sur une analyse d'une inquiétude d'un patient, en fait, hein, l'événement indésirable, c'est un problème de retard de mise en place des précautions Covid, en fait, ou est-ce que là, on est vraiment dans l'événement désirable associé aux soins, on est vraiment dans de l'associé aux soins, ou est-ce qu'on est plus sur un problème organisationnel qui amène à la réalisation d'activités de soins communes, en fait, et là, la cause immédiate, elle est effectivement le partage de ce même plateau technique qu'on revoit ici, mais avec un plan d'action qui va être complètement différent, où là, on va être sur une analyse en fait de ce qu'on peut faire, comment on peut mettre en place la prise en charge des patients sur un même plateau technique, alors qu'ils ont, certains sont Covid et d'autres pas Covid. Vous voyez, la différence va être complètement différente dans l'analyse de cet événement.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas, si simple que ça, mais ça peut expliquer à certains pourquoi ils n'ont pas forcément gagné, alors qu'il y avait franchement des sujets, beaucoup de sujets très intéressants et voilà, donc c'était voilà, pour faire un petit peu, le point sur ce qui s'est fait et merci en tout cas aux équipes qui ont participé, mais franchement c'était on a reçu du bon travail. Mais là, je vais laisser la place à nos gagnants, du challenge de 2024-2025. Donc l'établissement de Creil pour, la partie sanitaire et l'établissement médico-social, on a l'établissement de l'EHPAD de Clermont de l'Oise. Je laisse la place à docteur Duchesne du coup. Oui, volontiers. Vous avez éteint votre micro, je crois. Non. Non, Vous d'accord. m'entendez? Oui, OK. Donc, je me présente, Corinne Duchesne, je suis une pharmacie, coordonnateur de la gestion des dossiers aux soins. Et je vais faire cette présentation en binôme avec Barbara, qui est infirmière aux urgences. Vous n'avez pas de double écho, ça va le son? comment? Vous m'entendez bien? Ouais, parlez bien fort auprès du micro par contre. D'accord. Parce que moi j'ai un double écho, mais bon, avec. Donc, le diaporama. Donc, on va vous présenter un texte sur un surdosage de l'amoxyde d'une patiente qui vient pour consulter, aux urgences pour un problème de migraine persistante. Et donc, ça a entraîné ce transfert en réanimation. Notre établissement, c'est le groupement hospitalier public du Sud de l'Oise, le GHPSO, qui est un établissement bicite sur Creil et Nice. Ce sont deux villes qui sont situées à une dizaine de kilomètres l'une de l'autre. Et nous avons une offre de soins variée, avec 8 pôles d'activité, des urgences adultes et pédiatriques qui sont situées à Creil, et des urgences gynéco qui sont lisses, avec la maternité et la réanimation de niveau 3. Notre établissement, elle doit se informatisé depuis 2010 avec l'outil TXCare. Et ce paramétrage s'est fait en accéléré en vue de la certification. On avait une décembre 2010. Donc, si vous voulez des faits, en fait, ce patient de 29 ans s'est présenté aux urgences à Creil le 28 octobre pour une migraine qui était persistante et qui résistait au traitement. L'équipe des urgences l'a prise en charge et l'a mis dans le secteur de médecine. Et cette patiente a subi une série. Le lendemain, le médecin a eu des résultats qui sont positifs, donc elle a été normaux, scanner, le médecin décide de prescrire du naroxine intraveineux, 50 mg dans 250 ml de nacéine. Et on informe l'infirmière, Barbara, qui est de l'autre côté. Donc celle-ci, dans la foulée, se connecte à TXR et fait une interprétation sur le plan de soins infirmiers en comprenant qu'il faut administrer 250 mg de laroxine IV à la patiente. Elle commande 5 ampoules de laroxine à la pharmacie, parce que c'est un médicament qui n'est pas en application dans le service. Elle appelle la pharmacie, fait son bon de commande sur le pilote, et le préparateur en pharmacie délivre ses 5 ampoules de laroxine aux urgences. Une fois le traitement reçu, l'infirmière prépare et administre 250 mg de laroxine en perfusion, soit 5 fois à la nuit. Un peu plus d'une heure après, le conjoint alerte l'infirmière sur une comateuse de symptômes. Et donc, immédiatement, cette infirmière réagit, la perfusion de tiers,
et le médecin. Ensemble, ils décident d'aller mettre cette personne, patiente, en salle de déchauffage, analyse le dossier, se rendre compte de l'erreur, du surdosage, et donc transfère la patiente en réanimation. Elle y restera 48 heures en surveillance. Et puis, une fois que cette patiente se réveille, le médecin et la garde des urgences vont la rencontrer pour lui faire l'annonce du dommage lié aux soins, s'excuser et expliquer de ce qui s'est passé. Alors, cette patiente a particulièrement bien réagi, était compréhensive, et ce qui a permis de soulager l'équipe. Est-ce que Barbara, vous souhaitez faire un commentaire sur cet événement? Oui, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai passé le pire week-end depuis que je suis internée. J'ai passé le week-end presque un vendredi et je retourne travailler le lundi. Généralement, si j'avais un souci dans le service, je prenais ma catégorie, mais là, j'avais pas de force. Et même le médecin avec qui j'ai et ce jour-là n'a pas arrêté de m'appeler. J'ai bien apprécié la bienveillance et il m'a reconforté ce jour-là, venant du médecin. Pour 2 infirmières, on a eu plus de 50 patients et c'est vraiment pas possible. Jusqu'aujourd'hui, je reconnais, je suis pas bien par rapport à cette patiente, mais voilà, j'étais là au mauvais jour, au mauvais moment. C'est ma faute. C'est le dernier match, c'est un mois de vérité. Voilà. Non, c'est pas une faute, c'est une accumulation de choses qui font qu'à un moment, on va dans le mur, quoi. Mais c'est Oui, pas mais votre nous allons en Ok. on va voir le diapo d'après, justement, suite à cet événement, l'infirmière cadre a fait une déclaration d'événement à destination. Et donc, on a décidé de faire un réflexe quelques mois après. On a donc réuni à plusieurs professionnels dans une réunion des sources, avec donc Barbara, qui était concernée, et puis l'encadrement, l'animation, des urgences, de la pharmacie, des personnes de la qualité, le médecin, moi-même, piloter ce rétec. Alors, au début de chaque rétec, j'ai l'habitude de rappeler les règles et notamment vous rappeler que l'intérêt de rétec, c'est de faire une analyse des causes profondes, revoir nos organisations, nos pratiques et bien sûr, de ne surtout pas juger les personnes impliquées. Cette analyse va utiliser la grille alarme et on a identifié plusieurs causes profondes. La première, c'est que l'infirmière ne connaissait pas bien les risques de l'aroxyde, parce que c'est un médicament qui est peu utilisé en urgence. La deuxième, il n'y a pas eu de validation pharmaceutique de la prescription, puisqu'il y a eu une délivrance sur fond d'urgence et que les pharmacies ne valident pas, ne vérifient pas les prescriptions sur les bons. Donc, il n'y a pas pu y avoir d'alerte. De plus, comme vous l'a dit Martha, c'était une journée particulièrement chargée où elle était régulièrement interrompue par les médecins, les aides-soignants, Les patients. et les patients. Enfin, une des causes profondes identifiées, c'était la visualisation du plan de soins qui, pour les médicaments injectables en perfusion, le dosage n'est pas visible. Je vais vous montrer pour vous l'expliquer. Et enfin, concernant le management de l'organisation, nous réalisons au GHPSO des sensibilisations régulières des infirmières et des soignants sur le mésusage, sur la sécurisation du médicament, mais on a sous-estimé, en tout cas on n'aborde pas
les problèmes de mésusage de l'outil TXCAD. Donc, le diapo d'après vous permet de comprendre, si on, voilà, le risque au mésusage de DXCAD. En fait, sur le plan de soins, quand il y a une prescription de médicaments perfusion, la visualisation du médicament à préparer ne mentionne pas le dosage de l'aroxyde dans cette situation. Il faut que la double-clique sur la ligne du plan de soins pour qu'apparaisse la prescription et le dosage. Et donc, dans cette situation, il y a une confusion en ne visualisant que le plan de soins entre le volume du solvant, du soluté utilisé, et la dose du laroxyde administré. Donc, l'infirmière n'a pas de cliquer, c'est basé sur le plan de soins et c'est anticipé à l'erreur. Ensuite, l'analyse des barrières. Nous avons identifié des barrières efficaces. Le fait d'écouter le conjoint qui a donné l'alerte, le fait d'arrêter cette perfusion une fois l'alerte donnée, d'informer le médecin et de permettre le transfert en réanimation. Les barrières qui ont été inefficaces, c'est la prescription médicale qui était correcte, mais il les a perdus. Ça a coupé. Oui. On a perdu Creil. Peut-être passer au rétexte suivant si Ouais. y en attend un qui revienne. Ouais, j'essaye de le joindre pour lui dire, mais j'arrive pas. Ouais, Clermont, on vous laisse prendre le relais du coup. Oui, tout à fait. Tac. Bonjour à tous, on va peut-être commencer par un tour de table, puisque là, on est là souvent en collectif, puisque voilà, la démarche du RETEX a été faite collectivement, même le plan d'action. Donc, il était intéressant de pouvoir repartager notre expérience avec l'équipe initiale. Donc, je me présente Audrey Pralion, responsable qualité gestion des risques. Docteur Émilie Gauchot, responsable de la SNQ, prise en charge de circuit de médicaments. Donc, François Chabin, technicienne qualité, gestion des risques. Jeanne Bernard, chef de pôle de gériatrie. Madame Valo, responsable d'affaires gérontologiques. Merci à tous. Cadre de l'EHPAD Parmentier et de l'équipe de nuit de gériatrie. Et Élodie Modeste, cadre en pharmacie. Merci beaucoup de votre présence à tous. J'avance. S'il vous plaît, une petite présentation de l'établissement. Donc, à savoir que l'hôpital de Clermont-de-Loise a un fort ancrage territorial. On est situé au cœur de l'Oise, donc dans la ville de Clermont, et on fait partie du GHT Oise-Ouest-Vexin,
notamment également en direction commune avec les centres hospitaliers de Beauvais et de Crèvecoeur-le-Grand qui font aussi partie de ce GHT. On a une capacité d'accueil de 413 lits et places répartis en 2 pôles. Donc le pôle gériatrie et rééducation de 342 lits et places, avec un service de soins médicaux et réadaptation avec la mention polyvalent, un EHPAD de 234 lits comprenant un PASA, une USLD de 90 lits, et enfin, on peut également des consultations mémoire gériatrique et de neuropsychologie. Et le deuxième pôle, donc pôle urgence, médecine, chirurgie et médico-technique, comprend 71 lits et places. Donc, avec le service des urgences, donc SMUR et UHCD de 8 lits, un service de médecine, de chirurgie, ainsi qu'un hôpital de jour pluridisciplinaire, un centre d'accueil de soins en addictologie et un centre périnatal de proximité, un service de consultation externe, et on est également doté, par chance, d'un plateau technique complet, donc bloc opératoire, imagerie, PUI et antenne de laboratoire. Donc aujourd'hui, on va aborder un événement dans le pôle gériatrie et rééducation. Vous pouvez passer la slide. Alors, pour la présentation, donc ce presque accident a eu lieu le 17 janvier 2025. Donc, pour résumer, la fille d'une résidente arrête l'administration du médicament à risque, qui est l'Eliquis, au moment de la distribution du traitement en chambre, s'étonnant de la présence de 2 comprimés alors que celui-ci est arrêté. Donc, comment ça s'est passé? Donc, l'administration est faite en chambre. C'est l'aide-soignante qui apporte les médicaments au chevet de la résidente. L'infirmière et elle au rez-de-chaussée. C'est elle qui donne les traitements à l'aide-soignante en question. La fille de la résidente est présente dans la chambre et voilà, s'étonne d'avoir 2 comprimés d'Eliquis alors qu'elle a notion que celui-ci est arrêté. Il faut savoir que ce jour-là, il y avait 2 infirmières. Donc, une infirmière était plus sur les soins, réfection des pansements, etc. Et une infirmière côté traitement, pharmacie, distribution des traitements. Donc, une infirmière sur les 2, pas celle qui a préparé le traitement, passe en chambre et est interpellée par l'aide-soignante et par la fille de la résidente. Elle se rend compte de l'erreur, elle récupère le traitement et elle présente ses excuses aux 2 femmes. L'infirmière repère que le traitement est suspendu depuis le 14 janvier, mais qu'il est toujours dans le pilulier. Le 20 janvier, donc c'était la veille d'un week-end, le 20 janvier, la fille donc l'infirmière qui se rend compte de l'erreur ne le communique pas à sa collègue. Il faut quand même le dire, comme elles étaient 2, ne le communique pas à sa collègue. Ne savait pas trop comment aborder la situation. Et le 20 janvier, je suis donc alertée par la fille de la résidente qui m'appelle pour m'informer de la situation. L'infirmière en question n'étant pas présente, d'ailleurs les 2 infirmières en question n'étant pas présentes, j'attends le lendemain. Je vois les infirmières qui étaient présentes le 17 janvier et je leur demande ce qui s'est passé. J'informe du coup l'infirmière ayant fait l'erreur et celle-ci, du coup, déclare l'erreur et le presque accident. Il n'y a pas eu du coup de conséquences sur la résidente étant donné que le traitement n'a pas été pris. Donc, au cours de l'analyse, donc au cours du CREX, on a pu identifier collectivement des causes immédiates à ce presque accident. Donc, tout d'abord, l'interruption de tâches fréquentes. L'infirmière qui contrôlait les piluliers était fréquemment interrompue par le téléphone ou pour intervenir sur le terrain aux côtés de son autre collègue. Ensuite, dans le pilulier, il y a la présence de médicaments qui sont suspendus. Les professionnels n'ont pas des pratiques uniformes sur nos 3 bâtiments et donc certains les enlèvent et d'autres le mettent au fond du pilulier. Une absence de contrôle ultime au moment quand l'infirmière se retrouve en chambre et donne le traitement. Les journées de travail en vigueur des IDE qui favorisent une déperdition d'informations
comme l'a pu évoquer Mme Alexandre, voilà, elles n'ont pas eu suffisamment de temps pour pouvoir communiquer entre elles. Et le logiciel BXCAP ne facilite pas non plus la communication, puisque lorsqu'il y a des modifications dans les prescriptions médicamenteuses, il y a une gélule d'alerte qui devient invisible lorsque il y a une première lecture du plan de soins. Je vais passer à la diapo, merci. Donc, dans la maison d'alarme, on a utilisé, on aborde les causes profondes. Donc, au niveau patient, donc c'est une résidente qui voilà, est à une pathologie cancéreuse et qui a une modification de son état et qui a entraîné la suspension du traitement du médicament à risque, l'IPIS, qui est en question. La résidente ne prend pas son repas en chambre et une collaboration à elle. Donc, la fille de la résidente est une professionnelle également des consultations Dans le mensuel. Bonjour, excusez-moi. Elle a eu un problème avec le chargeur de téléphone, de batterie sur son PC. Oui. Vous nous entendez? On vous entend. Super, ok. Merci, Là, merci elle peut beaucoup. continuer. Présentation dans le webinaire, ok. Mais après, au niveau des équipes, donc les vidéos au traitement soutient sa collègue IDE aux soins qui est récemment revenue à son poste de travail en 12 heures. Donc celle-ci a des restrictions sur son poste de travail, ce qui entraîne voilà, qu'il y a un impact sur l'organisation du travail. Donc il y a vraiment soutien d'IDE qui est aux médicaments pour voilà, soulager au mieux sa collègue qui est revenue sur ce poste en 12 heures. Organisation et management, donc il y a des restrictions médicales qui sont prescrites par la médecine du travail pour l'agent, donc pour l'IDE, et qui ne sont pas forcément communiquées, notamment au cadre du bâtiment avant la reprise du poste. Donc, pour précision, l'IDE est revenu en poste le 24 en juillet 2024. Au niveau professionnel, l'IDE en charge du contrôle des traitements a été dérangée plusieurs fois, à plusieurs reprises. Elle est sortie de la salle de soins pour des prises en charge et en plus, elle tutorise une stagiaire. Donc, la procédure actuelle d'administration des médicaments en EHPAD ne mentionne pas non plus la prise d'avenir en cas de suspension du traitement. Au niveau des tâches à accomplir, il y a une absence de contrôle de la prescription sur le PC. Le fonctionnement repose sur des habitudes de travail. Il y a une disparité du coup des pratiques. Il y a une absence de clarté également sur les conduites à tenir lors d'une suspension des traitements. Donc, comme j'ai pu l'énoncer auparavant, il y a des professionnels qui retirent les médicaments qui sont suspendus et d'autres qui vont le mettre au fond du pilier. Au niveau contexte institutionnel, il y a une inadéquation des ressources RH au regard des dépendances des résidents. Il y a systématisation des besoins RH en heures supplémentaires, notamment les week-ends, qui alourdit la charge de travail et la fatigue des professionnels. Environnement de travail, le jour de l'événement, il y avait bien 2 IDE présentes. La maquette organisationnelle prévoit une IDE, néanmoins, au cours des mois de décembre 2024 et janvier 2025, le bâtiment concerné a géré plusieurs vagues épidémiques. Une charge de travail considérable, une fatigue drainante, et les locaux où sont préparés les médicaments sont exigus et dépourvus de fonctionnalité. Donc, on peut analyser les barrières à l'événement. Donc, la transmission de l'information du changement de traitement médicamenteux à la famille, qui a bien été passée. Mais pour le coup, c'était vraiment efficace puisque c'est elle qui a fait la dernière barrière du fonctionnement. Et la mise en application et le respect des 5B, qui pour nous de la prévention, qui pour le coup n'a pas existé, n'a pas été mis en place. Donc, l'événement, ce presque accident, aurait pu être évité. Plusieurs actions ont alors été proposées collégialement. Les 2 premières concernaient notre procédure d'administration et sa révision, en y intégrant la notion des médicaments suspendus et la conduite à tenir dans ce cas de figure, c'est-à-dire le retrait des médicaments depuis juillet.
également après une communication de cette nouvelle version de procédure à l'ensemble des professionnels. Autre action qui avait été définie, c'était la finalisation du travail relatif à l'aide à la prise. Concrètement, la formalisation de la collaboration IDE infirmier avec des aides-soignants. Et enfin, une réflexion relative aux interruptions de tâches, avec une possible extension au niveau institutionnel. Premièrement, en proposant un flyer d'information à l'attention des familles, aussi des résidents et des professionnels de santé, donc en collaboration avec mes collègues, le MEDEF et le docteur Bernard, mais aussi la proposition de réaliser un cahier flash. Donc, ce sont les documents qualité qui sont proposés par notre équipe qualité, qui sont un format d'une page sur un thème donné, envoyé à l'ensemble des professionnels et qui sur une fréquence de l'ordre de 4 flash par semaine. Donc, proposer vraiment un 4 flash relatif aux interruptions de tâches. Ces actions, donc les délais qui avaient été proposés, les 3 premiers étaient des délais quand même assez courts, parce que c'était des choses qui étaient pas en cours de formalisation ou pouvaient se réaliser assez rapidement. Ces actions ont été mises en place depuis. La dernière est encore en cours de proposition et de rédaction. Et une action pour la semaine sécurité patient, ça aussi, pour les familles et les résidents. Votre flyer d'information. Donc, les freins au rétexte, c'est la disponibilité des professionnels de terrain, donc là, les fonctions RH. Donc, voilà, on fait des CREX, des DRMM de façon collégiale, plus professionnelle. On essaie d'intégrer au maximum les professionnels de terrain, mais il y a une réalité du quotidien qui fait que de détacher AS, IDE est très régulièrement compliqué. Ensuite, les points forts des rétextes, notre dynamique, gestion des risques. Donc, il y a un pilotage et des équipes de terrain qui sont convaincus de la dynamique qualité. Donc, je pense que les présences de ce jour illustrent vraiment la réussite de la démarche. Des présentations régulières dans les services qui favorisent l'appropriation de la démarche. Comme vous avez pu dire, Mme Vidal, dans les propos introductifs, c'est vrai que les événements d'un établissement peuvent servir d'autres établissements, mais on part du même principe, mais à une petite échelle. On est sur une communication entre le médico-social et le communautaire et entre services, donc du médico-social et entre les différents services du secteur sanitaire. Et les erreurs des uns peuvent aider également les autres à la compréhension de certains plans d'action et modification d'organisation. La disponibilité des comptes rendus également sur notre intranet. Tout est disponible, donc les professionnels peuvent y revenir à leur gré, en fonction de leurs besoins. Les plans d'action que le Dr Guillauchot a pu vous présenter a une portée également institutionnelle, notamment la réflexion sur les interruptions de tâches. Donc, je pense que la réflexion est poussée assez loin pour que tout le monde puisse s'en saisir, parce qu'encore une fois, les interruptions de tâches du secteur médico-social concernent également le sanitaire et tout corps de métiers confondus. Et enfin, on voit bien qu'il y a une appropriation et une compréhension des professionnels de terrain sur l'importance de la déclaration des événements précurseurs de risque. Donc, c'est presque accident, puisque là, c'était l'un des premiers qui a été déclaré, et depuis, on en reçoit des presque accidents. Donc, pour nous, c'est une victoire également pour l'appropriation de la démarche gestion de risque. Complètement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rétex? On revient sur celui de Madame Dr Duchesne. Merci beaucoup en tout cas d'être tous présents, d'avoir présenté votre rétex. Et puis à tous ceux qui ont participé à l'analyse du rétex, vraiment merci. Alors j'espère que vous m'entendez. Oui. Désolée pour ces contretemps informatiques, on a souvent des soucis.
Je reprends donc je reprends l'analyse de ce rétex sans Barbara qui est en poste aux urgences et qui finalement y est repartie. Mais je parlerai en son nom. On a débriefé avant qu'elle ne reparte. Donc les barrières donc, qui ont été efficaces, c'est donc décompter le conjoint, d'arrêter cette perfusion, d'informer le médecin. Les barrières inefficaces, hein, c'est donc la prescription médicale qui pourtant était correcte, mais finalement, le fait de ne pas avoir double-cliqué sur la ligne du plan de soins, il n'y a pas eu de visibilité du bon dosage et une confusion avec le volume du soluté dans lequel le laroxyde devait être passé. Et puis, la sensibilisation qui existe sur la sécurisation du circuit du médicament, qui est pilotée par la direction des soins, mais qui n'aborde pas du tout ce sujet en lien avec la mauvaise utilisation de DXCare. Donc, au final, cet événement, il était évitable. Et donc, ensemble, nous avons convenu d'actions qui nous semblaient prioritaires à mettre en place pour éviter que l'erreur ne se reproduise et puis voilà, travailler de façon collective à améliorer nos pratiques. Une des premières actions qu'on a mentionnées, c'était justement de intégrer dans nos sensibilisations auprès des soignants cette alerte, enfin ces risques, les informer sur les risques liés au mésusage de DXCare au cours de ces formations. Et on a justement une journée qui est organisée la semaine prochaine, le 26 juin, sous forme de présentation et d'ateliers, et au cours desquels je vais intervenir pour leur présenter ce rétex et sensibiliser les infirmières qui seront présentes à ces risques et au fait de bien penser à double-cliquer sur la ligne de plan de soins, en tout cas pour les perfusions IV. Le deuxième axe de travail, c'est donc de constituer un groupe de travail des pays qui soit pluridisciplinaire, qui intègre un pharmacien, un médecin, un soignant, un membre du COPI, le dossier patient informatisé. L'objectif, c'est en fait de faire évoluer notre outil DXCare qui a été donc mis en place et paramétré finalement par rapport à d'autres établissements dans la région assez tardivement et de façon assez accélérée, et donc qui est une prise de conscience sur le fait de le faire évoluer notre paramétrage. Et l'objectif, c'est de standardiser davantage les prescriptions de médicaments et permettre une meilleure visibilité du plan de soins infirmier. L'idée, en fait, c'est que ça devienne un outil d'aide à la prescription qui permette de faciliter le travail quotidien des médecins et des pharmaciens et des infirmières et de mieux sécuriser, bien sûr, le circuit du médicament. Donc, ce groupe de travail doit être constitué et nous abordons justement, c'est à l'ordre du jour de notre prochain COPIL qualité sécurité des soins avec la direction. Et puis, pareil, une sensibilisation en staff PUI qui s'est fait rapidement après le rétex sur le fait qu'il fallait être vigilant quand on délivrait des bons d'urgence sur des médicaments inhabituels pour les services. Donc, les retours de participation sur ce challenge, je dirais que en ce qui concerne les freins au rétex, il y a eu des craintes. Alors, Madame Barbara, elle veut que je l'appelle Barbara, a fait part de sa difficulté à vivre avec cette erreur. Heureusement, tout s'est bien terminé. Elle est arrivée au rétex en réunion. C'est vrai qu'on était assez nombreux, on n'était pas loin d'une dizaine, et elle appréhendait quand même beaucoup, malgré le soutien et l'encouragement des cadres et des médecins. Et finalement, elle est ressortie de ce rétex soulagée en comprenant que l'erreur n'était pas liée à elle, du fait que ça soit le dernier maillon de la chaîne, mais à un ensemble d'événements qui ont amené à cette erreur. Donc, elle était moteur, justement, et vraiment volontaire pour participer à ce challenge.
Il y a eu aussi des tensions et des craintes en fait d'être jugé de la part de éventuellement de membres du groupe de paramétrage des pays, alors que l'objectif, c'était vraiment de relancer une dynamique qui est vraiment pluridisciplinaire. Ça ne repose pas que sur une seule personne pour faire évoluer notre outil de prescription de médicaments. Et puis les points forts, je dirais que c'est en interne une meilleure. Ça nous a permis de communiquer, de discuter de ce sujet. Donc j'ai rédigé un article dans le journal mensuel de l'établissement. Et puis, pour parler de ce rétex, on aborde aussi le sujet de la constitution de ce groupe en COPIL qualité, sécurité des soins. Et puis, nous avons aussi échangé avec un autre établissement voisin qui utilise le même outil, DXCare, de prescription pour bénéficier de leur expérience et de leur choix de paramétrage. Et donc, on a organisé une réunion Teams avec les responsables du paramétrage sur cet établissement et des cadres du GHPSO pour échanger sur leur choix de paramétrage. Et ça a été vraiment très, très enrichissant pour nous. Communication aussi dans le sens où on voudrait, communication ou améliorer nos formations, on voudrait resensibiliser et mettre en place des formations pour les soignants sur l'annonce du dommage lié aux soins, parce que là, ça a été bien fait, bien mené, mais on sait qu'on peut améliorer nos pratiques et qu'il y a encore finalement pas mal de médecins qui sont partants pour bénéficier de ces formations et mieux avoir des outils pour informer la patiente. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce retour sur ce rétex, et puis donc l'équipe du GHPSO remercie tout le monde de nous avoir choisis, en tout cas, pour gagner ce challenge. Voilà, j'ai fini. C'est pas voilà, c'est le jury, hein, c'est voilà, on vous a pas choisi Le comme jury, ça, le jury voilà. de la FORAP, voilà. Voilà. Merci à l'équipe, hein, également qui a participé et puis bravo à l'infirmière parce que je peux comprendre que c'est pas non plus forcément évident de venir présenter aujourd'hui, voilà l'événement indésirable. Elle était très motivée, hein. Alors juste, elle avait un timing un peu serré, on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Je l'ai présenté en disant que ça durait 20 minutes, donc elle était un peu prise par le temps, mais en tout cas, elle était vraiment partante. Non, mais merci à elle, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques, des questions, des souhaits? Anne-Charlotte, des choses à ajouter ou Natacha? Alors moi, ma remarque, c'est que ma deuxième partie de présentation était beaucoup plus confortable parce que la première partie, j'avais un double écho dans l'oreille. C'était très, très désagréable. D'accord. Anne-Charlotte, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, mais je voulais faire un retour. C'est enrichissant en tout cas je pense, pour chacun de nos établissements. On est tous amenés à faire des analyses sans forcément les partager. Et on tombe un peu dans des pièges d'analyse ou de mauvaise compréhension des causes et qui nous embarquent parfois vers des plans d'action pas forcément adaptés. Et c'est bien, je pense, d'avoir cette critique positive des analyses qu'on veut en faire parce que je pense qu'on s'y retrouve tous dans tout ce qui a été présenté. Mais tant mieux, si ça vous aide, ce que j'ai pu apporter comme élément, tant mieux. Et puis les rétextes qui sont présentés, oui, donnent aussi d'autres pistes qu'on n'envisage pas forcément toujours. Natacha, Monsieur Rosen, il est reparti. Je ne sais pas s'il avait des choses à ajouter, Natacha. Monsieur Rosen, vous aviez des... Je suis là. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Non, c'était intéressant. Je vous remercie pour les retours que vous avez fait la première partie, les échanges d'expériences qui étaient intéressants, bien construits. Effectivement, félicitations à l'IDE qui a osé présenter les difficultés qu'elle a ressenties dans le cadre de ce retour d'expérience. Bon, c'est intéressant, une bonne démarche.
Non, non, le travail, bonjour, le travail a été fait. C'est intéressant de voir qu'il y a des équipes qui ont le courage de déclarer des événements indésirables parce qu'on est souvent sur ce côté-là, on ne va pas déclarer de peur de la sanction quelque part et être capable d'être en transparence et déclarer pour que ça ne se produise plus. Je pense que c'est une culture qui est déjà bien ancrée dans ces établissements-là. Et je confirme, la deuxième partie de la présentation était plus confortable, il n'y avait pas le double écho également. Ah, vous aviez un double écho aussi? Oui, oui. Ah mince. S'il n'y a rien d'autre à ajouter, je pense que nous, on avait fait... oui, si vous, sur les dernières diapos, vous verrez des liens vers des documents. Hop, 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 voilà, ici, il y a des liens vers des outils qui ont des Geniali, des fiches réflexes, voilà, des liens qui pourront vous aider. Merci à vous de votre présence, merci pour vos présentations. Peut-être au prochain challenge, je ne sais pas encore si la FORAP va relancer aussi, mais on verra bien. Et puis, bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci. Désolée pour les problèmes. Merci beaucoup. Ça arrive. Bonne journée tout le monde, bon Bonne week-end, journée. profitez du Bonne soleil, journée. mais pas trop. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.